I cannot believe that the zombie apocalypse finally. Mais Jean Dujardin, il était dans le teaser de votre... Ouais, j'ai sorti un clip. En fait, voir Pierrot le Fou à même pas 20 ans, et c'est pour moi totalement libérateur. « 14-18, 39-45, Vietnam, moderne ou bien futuriste. La guerre est une habitude du cinéma. Que l'on rigole, que l'on pleure ou qu'on se demande si l'homme a encore un fond d'humanité en lui, le 7e art a toujours su dépeindre chaque guerre de notre histoire, de la plus ancienne à la plus récente. Si bien que l'on pourrait désigner le meilleur film de chaque conflit. Tenez par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, ce serait Il faut sauver le soldat Ryan ou La liste de Schindler. Pour la guerre du Vietnam, on pourrait citer Apocalypse Now, Full Metal Jacket ou Voyage au bout de l'enfer. Mais finalement, quel est LE meilleur film de guerre? La chute du Faucon Noir? Comme NC 1917? Non. Pour moi, le meilleur film de guerre, c'est...
Sorti en 2005 avec un casting aux petits oignons, ce bijou est signé Sam Mendes, à qui on doit American Beauty, Les Noces Rebelles ou bien Skyfall. Adapté du livre du même nom, Jared nous plonge dans l'océan de pétrole qu'est la première guerre du Golfe. La guerre du Golfe ou première guerre d'Irak est un conflit qui oppose l'Irak à une coalition de 35 États menée par les États-Unis suite à l'invasion du Koweït par le pays de Saddam Hussein. Le conflit dure 5 mois, de 1990 à 1991, et se divise en 4 parties. Premièrement, cela va de soi, l'invasion du Koweït par l'Irak. Deuxièmement, l'opération Bouclier du désert, où les Alliés établissent une position défensive dans les pays voisins de l'Irak afin de pouvoir l'attaquer. Troisièmement, l'opération Tempête du désert, commencement des combats suivi du sabotage par les Irakiens des précieux puits de pétrole. Et quatrièmement, la défaite des forces irakiennes et fin de la guerre le 28 février 1991. Ce conflit fera des dizaines de milliers de morts, autant civils que militaires, et marquera le début de nombreux conflits qu'auront les États-Unis au Moyen-Orient. Le film suivra le point de vue de Anthony Swofford, dit Swoff, jeune recrue sniper formé et préparé pour tuer l'Irakien. Il sera déployé dans le désert saoudien où la chaleur, l'attente du combat, l'ennui et la peur s'abattront sur lui. Il sera accompagné de son escouade, tous aussi différents qu'uniques, qui participeront à cette guerre qu'ils ne comprennent pas, pour une cause officieuse enfouie dans le sable. Mais en quoi Jared est-il le meilleur? Sa photographie, sa réalisation, ses acteurs? Non. Moi, personnellement, il m'a touché car il est unique en son genre. Jared est un film de guerre se voulant réaliste en se rapprochant le plus fidèlement à la vie du soldat sur le terrain. Il s'intéressera sur ce qu'il endure et vit et comment tout ça l'affectera psychologiquement jusqu'à finir par le traumatiser. Pas de cause héroïque, pas de déluge de balles à n'en plus finir et pas de mec qui dégomme 26 ennemis en 3 secondes. Non. Ici, Jared essaye de nous montrer une facette un peu plus réaliste de la guerre. On s'intéresse au soldat, à ses peurs, à ses doutes, à son ennui, et à l'attente de réaliser ce à quoi on l'a formé, le combat. Cette attente nous est montrée dans la seconde partie du film qu'est l'opération Bouclier du désert. Après avoir été bien préparés à tuer et à faire la guerre au camp d'entraînement, Swofford et 5000 autres Marines sont envoyés dans le désert saoudien où ils s'attendent à n'y rester que quelques jours. How long you think we'll be there? 2 weeks? Less, man. We'll be back so fast we'll still be shitting out those nuts. Mais au final, ils n'y resteront pas moins de 6 mois où ils en passeront environ 5 à attendre le commencement des combats. Cette attente est le point central du film. Elle mettra à l'épreuve le mental du soldat. Imaginez on vous entraîne au combat. Vous tirez, rampez, sautez, démontez et montez votre arme jusqu'à la connaître par cœur. Puis on vous envoie à des milliers de kilomètres de chez vous pour accomplir votre tâche. Et une fois que vous arrivez, rien. Vous ne faites rien à part attendre. Tiraillé entre l'ennui, Suggested techniques for the Marine to use in the avoidance of boredom and loneliness. la chaleur, And we hydrate some more. la peur I can hear their bombs. And I'm fucking scared, yeah. et le doute, I wonder what she's doing right now. Swofford verra son esprit être de plus en plus tourmenté. Ce qui l'affectera le plus sera sa petite amie. Sans cesse en train de se demander ce qu'elle fait, il sera la victime des blagues et remarques de ses camarades qui n'arrangeront pas les choses. Don't worry, she will be. She'll be right there. Even if she is fucking someone else. Lettre après lettre, il doutera de plus en plus de la fidélité de sa copine. Le rongeant de l'intérieur, il ne pensera plus qu'à ça, jusqu'à en faire des cauchemars. Mais comme tout le monde, sauf à ses limites. Et il finira par atteindre les siens. Laissant son tour de garde à son camarade Ferguson pour faire la fête sous la tente, Swofford enfreint les règles de sécurité. Fergus, en proie à un moment d'inattention, fera sauter les fusées éclairantes. Cette bêtise sera endossée par Swoff qui subira une punition sévère. Instructions for the effective burning of shitters. The Marine will need the following: 1 metal fence post, 1 pair of welder's gloves, 5 gallons of diesel fuel, and 1 box of matches. Et cette punition viendra achever ce qu'il restait de son mental. Lui faisant perdre le contrôle, il passera ses nerfs sur Ferguson qui, lui, sera apeuré par ce qu'est devenu son compagnon. Fucking shoot me! Shoot me in the fucking face! I don't want to. You fucking see how hard it is! You shoot me in the fucking face! You fucking faggot! C'est avec cette scène que le film et le personnage d'Anthony Swofford basculeront. Quand on l'observe, il est vide d'émotion, avec un regard froid mais assuré. Il ne pense qu'à son arme et à ce qu'il pourrait faire avec. Comme transformé en machine à tuer, il ne parlera qu'en termes militaires et crachera tel des balles les leçons apprises au camp d'entraînement. Sous les yeux de son camarade tétanisé, ne sachant comment réagir. Ne pensant plus par lui-même, il hésitera à presser la détente avant de donner le fusil à Ferguson, pointant le canon sur sa tête, l'ordonnant de faire feu. Un dernier appel au secours avant qu'il ne revienne à lui et s'empresse d'arrêter tout ça. À ce moment-là,
Soph pète littéralement un câble. Il évacue toutes les pensées qu'il avait depuis qu'il est arrivé dans le désert. Et comme dit plus tôt, tout le monde a ses limites. Soph n'est pas le seul à basculer. Le film bascule autant que lui. À partir de cette scène, le film devient bien plus sérieux. Si avant on avait le droit à des scènes humoristiques, comme celle où Soph danse à moitié nue sous sa tente, celle où toute l'escouade fait une partie de football américain en tenue NBC sous 50 degrés, ou encore quand Soph chante le réveil devant tout le bataillon en imitant la trompette avec sa bouche. Après, plus aucune scène humoristique n'apparaîtront. Les couleurs seront bien plus sombres, que ce soit dû au paysage, au camouflage de leur uniforme ou bien par le décor. Les interactions entre les membres de l'escouade ne seront plus ponctuées de petites blagues ou petites insultes comme avant. Non. Maintenant, on parle quand c'est nécessaire ou quand il faut se plaindre. Know what I'm saying? Yes, that's right. Car le film nous rappelle que les Marines ne sont pas dans le désert pour rien. L'opération Tempête du désert a commencé. Enfin, après plus de 5 mois à attendre dans la chair du désert, Swofford et son escouade vont pouvoir accomplir ce pourquoi ils ont été entraînés, le combat. Mais ça, c'est ce qu'ils croyaient. Après un baptême du feu qui laissera des marques et des odeurs sur leur treillis, I pissed myself. les soldats américains entrent enfin en territoire ennemi et n'espèrent qu'une seule chose, avoir un ennemi dans le viseur. Mais leur enthousiasme est vite balayé par l'aviation. Détruisant tout sur son passage, elle fait passer l'infanterie pour un simple groupe de randonneurs surarmés. Look around. You hear those planes? This war's gonna move too fast for us. All right, we can shoot 1,000 yards. To go that far in Vietnam, that'll take a week. World War I, a year. Here, it's gonna take about 10 fucking seconds. By the time we have our rifles dialed, the war's gonna be a mile down the road. Wake up! Mais le danger frappe toujours là où on ne l'attend pas. Get in formation! Fucking thought we were Iraqis! Keep moving. Encore tourmenté par ce tiralier inattendu, notre escouade s'apprête à mettre les pieds sur l'autoroute 80, plus connue comme l'autoroute de la mort. L'autoroute de la mort est, comme son nom l'indique, une autoroute, se situant entre l'Irak et le Koweït. Son nom funèbre est dû au bombardement de l'aviation puis de l'attaque de l'infanterie sur l'armée irakienne se repliant. Mais au milieu de ce repli militaire se trouvaient de nombreux véhicules civils qui ne purent échapper aux bombes. On estime à environ 2700 véhicules détruits et un nombre inconnu de pertes humaines. One fucking hell of a day, huh? Ça y est, après des jours à marcher sous une pluie de pétrole incessante, Soph et Alan vont enfin avoir la chance de mettre à profit leur entraînement de sniper. I got the kind of mission scout snipers that popped their grandmother to get. Permission to fire. What the fuck frequency are you on? Oh, fuck. We got air. I'm calling it in. You have permission to take the shot. Tough break. You were just gonna shoot one guy. Watch this. It'll blow your fucking minds. What difference does it make? We have a perfect shot. Just let us take it. Negative. Dévasté par le refus de son supérieur, Alan s'en prend à lui avant de péter un câble et d'atteindre lui aussi ses limites. Une réaction compréhensible quand on sait ce qu'ils ont vécu, tout le temps attendu pour en arriver là, mais aussi quand on voit comment on les conditionne durant leur entraînement. This is my rifle. This is my rifle. There were many like it, but this one is mine. There are many like it, but this one is mine. Without my rifle, I am nothing. Without my rifle, I am nothing. Without me, my rifle is nothing. Without me, my rifle is nothing. Totalement épris de leurs armes, les Marines ne pensent plus qu'à tuer, à savoir ce que cela fait d'ôter la vie à un homme. I was hooked. I wanted the pink mist. Alors quand on leur enlève cette consécration au dernier moment, juste avant le tir parfait, le tir JFK, juste avant de voir la brume rose, on peut comprendre une telle réaction. Et s'il y a bien une phrase qui prouve que Jared est unique en son genre, c'est celle-ci. I never shot my rifle. Car oui, durant tout son déploiement en zone de guerre, il n'a pas tiré une seule balle. Plutôt rare pour le personnage principal d'un film de guerre. Mais bon, on est quand même dans un film de guerre américain, donc
revenant au pays, les Marines sont accueillis comme des héros, et la première personne à leur dire est un vétéran du Vietnam. Ça a son importance. Après plus de 20 ans de conflit, la guerre du Vietnam s'achève en 1975, et à leur retour, les soldats n'ont pas été bien accueillis. Du tout. When we came home, we felt as if we were betrayed by our government and betrayed by the media and betrayed by the population, by their country. Cette guerre étant impopulaire et énormément contestée, notamment par la jeunesse, les hippies ou par les militants du mouvement des droits civiques. Ce qui fait qu'au retour des soldats au pays, les gens ne les ont pas écoutés. Ils ne les ont pas entendus, ils ne les ont pas remerciés pour leur sacrifice. Ils ne les ont pas remerciés d'avoir sacrifié leur innocence, leur vie pour pas mal d'entre eux, leur jeunesse ou bien leurs bras ou leurs jambes. Non, à la place ils se sont fait critiquer et étaient mal vus par les gens, les poussant à se renfermer sur eux-mêmes et à garder pour eux leur traumatisme. Et bien des années plus tard, dans les années 80, quelques vétérans vont commencer, tant bien que mal, à se confier sur ce qu'ils ont vécu durant cette guerre, sur leur traumatisme, et voyant à quel point ce qu'ils avaient vécu les avait affectés profondément, les scientifiques inventèrent les termes de post-traumatic stress disorder, ou stress post-traumatique. We did it clean. You made us proud. En venant remercier les Marines, le vétéran leur montre que leur sacrifice est remercié, qu'il n'est pas vain, que les gens sont avec eux et les soutiennent, car il sait que lui à son retour, on ne l'a pas accueilli comme ça, causant des dommages irréversibles sur lui. Mais malgré ça, beaucoup de Marines resteront grandement traumatisés, le vétéran devenant une vision de leur futur, comme un avant-goût de ce qu'ils pourraient devenir. Every war is different. Every war is the same. Que faire ensuite? Comment retourner à une vie normale? Imaginez, on vous a envoyé à des milliers de kilomètres de chez vous, dans un paysage drastiquement différent. Vous êtes dans un pays où est-ce que vous êtes constamment sur état d'alerte. Vous savez que vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Vous êtes fait bombarder, tirer dessus, vous avez du sable jusqu'aux oreilles. Et du jour au lendemain, vous revoilà de retour au pays. Que faire ensuite? Chacun tente tant bien que mal de reprendre une vie normale. L'un travaille dans un supermarché, l'autre dans la finance, un autre encore chez les Marines, mais où qu'ils soient, et peu importe ce qu'ils font, ils restent affectés profondément par cette guerre. Preuve en est Anthony qui, regardant au travers de sa fenêtre, ne voit pas les quelques maisons sur le terrain vague d'un patelin gris et ennuyant des États-Unis, mais bel et bien lui et ses frères d'armes patrouillant dans le désert saoudien. Une part de lui est restée là-bas et une autre est revenue, traumatisée. A story. A man fires a rifle for many years, and he goes to war. And afterwards he comes home, and he sees that whatever else he might do with his life, build a house, love a woman, change his son's diaper, he will always remain a jarhead. And all the jarheads, killing and dying, they will always be me. We are still in the desert. Jared est indéniablement un de mes films préférés et en vous racontant tout ça, j'espère lui avoir rendu hommage à sa juste valeur, tout en vous donnant l'envie de le voir, car Jared est un film que je n'hésite pas à relancer quand l'envie me prend. Un film qui m'a fait découvrir Jake Gyllenhaal mais qui m'a surtout marqué pour sa singularité. En effet, Jared est un des rares films où en le visionnant, je ressens mes émotions changer tout au long de l'histoire. Si au début je suis heureux et impatient d'arriver dans le désert, à la fin je me sens vide, me disant que cette guerre n'a servi à rien. Mais je me remémore les bons souvenirs d'il y a 1h30 où je riais en regardant les squads jouer une partie sous 50 degrés. Puis le film s'arrête, et je me repasse en boucle la musique de fin chantée par Tom Waits, ne pouvant m'empêcher de repenser, une fois de plus, au film que je viens de voir, et à la justesse de ses propos magnifiquement bien résumés par les derniers mots de Swofford. Habituellement, le spectateur est jeté aux côtés du soldat sous les bombes et les balles, mais là il est jeté sous la chaleur et l'ennui. Car comme c'est écrit juste ici, la guerre c'est l'enfer, l'attente c'est pire.
Être autorisé à tuer, c'est être prêt à presser à détente. Mais c'est aussi être prêt à ne pas le faire. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. De temps en temps, il faut bien appuyer sur la gâchette. Ou pas.